Dans l'imaginaire collectif, le bassin minier, ce sont les terris, le charbon, Germinal, Émile Zola, bien entendu. Mais une image qui est aujourd'hui véritablement dépassée, notamment à la faveur du classement en 2012 à l'UNESCO du bassin minier au patrimoine mondial. Dans ce nouveau numéro d'Honore ses trésors, on a eu envie de vous faire découvrir les nouveaux usages de nos montagnes du Nord. Et vous verrez qu'on n'y fait pas que du ski. Nous sommes à Rieulé, dans le Nord. On est au sud de l'île, à 30 km au sud de l'île, entre Douai et Valenciennes. C'est le terri le plus plat d'Europe. Et ici à Rieulé, sur le terri des Argales, eh bien, on y retrouve les chevrettes des terris. Leur lait permet en fait la confection d'un fromage qui est vendu ici au bar des chevrettes, un bar agricole, c'est comme ça qu'il s'appelle, tenu par Olivier Graff. Et le fromage est réalisé par les chèvres de son frère Julien. Et le moment le plus important, c'est celui de la traite, maintenant à 18h. Allez, savane. Allez, vend du rêve. Berlu. Je vous l'avais dit, c'est le moment phare de la traite, Julien. Comment ça se passe là? Bah là, il faut les traire. Elles ont passé la journée en pâture. Donc les mamelles sont pleines, elles ont bien mangé. Il faut les traire. Il y en a une 30-40 à peu près à traire. Et voilà, elles attendent là sur l'aire d'attente. Elles montent, on les traite, elles redescendent et elles attendent qu'on leur donne le grain, le dessert. C'est une traite par jour? 2 traites, matin et soir. Matin et soir. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous avez choisi donc ici le terri des Argales. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir avec vos chèvres ici? Alors en fait, c'est pas forcément moi qui ai décidé, on me l'a proposé en fait. Moi je cherchais du terrain, parce qu'avant je travaillais en bureau, je me suis reconverti, j'ai cherché des parcelles et le département du Nord en fait est propriétaire de la partie sauvage du terri. Et le département du Nord plus la mairie de Rieulé m'ont accueilli les bras ouverts pour pouvoir faire le travail de débroussaillage du terri par les chèvres pour protéger l'habitat d'espèces très rares qu'on trouve que sur les terris. Voilà, donc la traite c'est le supplément, en fait l'idée première c'est l'éco-pâturage. Exactement, notre raison première ici avec les chèvres c'est vraiment la protection de l'habitat terri pour le criquet, le lézard, certaines espèces d'oiseaux rares et on travaille main dans la main comme ça avec les gardes du département du Nord. Là donc toutes les chèvres vont produire du lait, c'est après au moment de l'affinage que les fromages seront différents, ou il y en a certaines qui ont un lait plus fort qu'un autre ou pas, là je m'y connais pas du tout. Alors en fait on va faire un lait de mélange, on va fabriquer un lait de mélange, donc on ne saura pas dire en effet, on ne saura pas distinguer une chèvre d'une autre au niveau du goût, mais il doit certainement y avoir en effet des variations. Julien, avec Nova, vous accompagnez donc les chèvres le matin, vous les ramenez le soir, mais on peut venir avec vous faire des randonnées, c'est possible? Oui tout à fait, alors comme on avait beaucoup de demandes, on a structuré ça et on fait ça à travers la rando-biquette. Où en fait c'est soit le matin soit l'après-midi, où on part avec le troupeau, le chien et on déambule sur le terri comme ça en mode transhumance. On réfléchit ensemble au rôle des chèvres sur le terri, etc. Et on organise ça avec l'office du tourisme Cœur d'Ostrevent-Aglo. Donc rando biquette, vous savez, vous pouvez venir, mais on va aussi vous demander à vous ce que vous en pensez parce que vous êtes nombreux à assister à cette période de la traite. Je trouve que c'est beau de voir ça et puis de montrer aux enfants comment on fait le lait, tout ça, c'est intéressant. Ça ouvre 3 jours, donc je viens 3 fois. J'aime bien les animaux, le bar c'est parfait, il y a une bonne ambiance. On va avoir 2 biquettes et puis on aime les animaux et je veux que mes filles découvrent les chèvres, voilà. Ça fait 3 semaines de suite qu'on vient. Les enfants ils aiment bien, c'est les vacances, on profite. Allez, les caresses tout. On consomme aussi les produits du magasin juste à côté directement. On prend du chèvre toutes les semaines et voilà. C'est directement à la source quoi, c'est super bon en plus, donc voilà. On va prendre un crottin mi-frais, oui, et un crottin crémeux. On va goûter ça. Allez, impeccable. Hop là. Très bien, merci. Je vous en prie. Elisa, là aujourd'hui c'est génial, il y a pratiquement tout est parti. Oui, effectivement. Alors les jours où il fait beau, ici en général, on est un peu victime de notre succès. On est sur un site touristique, on a cette chance, bien sûr. On a la chance de faire uniquement de la vente directe. On fournit depuis peu quand même quelques biocopes, mais jusqu'à présent, ça faisait 10 ans que tout était vendu en direct, et ça, c'est une fierté. Alors c'est du fromage bio, mais il y a plusieurs types de fromage de chèvre que vous produisez, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Alors nous, on produit principalement du fromage lactique. Donc c'est une méthode de fabrication qui est assez simple, où nos fromages commencent comme les frais nature qu'on peut voir au tout début de la vitrine. Et ensuite, on peut aussi les laisser s'affiner, ce qui donne des fromages, on voit qu'ils ont réduit. Alors qu'au début, ils faisaient tous la même taille. Ils s'affinent, ils se concentrent, ils ont de plus en plus de goût. On fait un tout petit peu de pâte pressée aussi, comme de la tome. On a déjà fait de la raclette aussi, mais ça, c'est vraiment en petite quantité. C'est encore un peu en cours de projet, disons. Ce qu'on a pu découvrir avec Julien au moment de la traite, c'est qu'il y a une saisonnalité pour le lait des chèvres. Ça, c'est particulier. Alors en fait c'est surtout très peu connu. Alors on sait tous que les tomates sont saisonnières, on a des tomates en été, on est au courant, mais pour les chèvres on le sait moins. En fait ça correspond à la période des chaleurs des chèvres. Une chèvre ne peut pas être en chaleur toute l'année. Elle est en chaleur quand les jours vont commencer à raccourcir. C'est en lien avec la mélatonine. Et voilà. Et donc il y a 6 mois de l'année où elle peut être en chaleur et 6 mois de l'année où elle ne peut pas. Donc quand vous trouvez du fromage de chèvre en plein hiver, à Noël par exemple, du chèvre frais, c'est que ça a été bricolé d'une manière ou d'une autre. C'est pas naturel. Et donc la production de fromage, c'est tous les jours. Comment ça fonctionne et combien de temps ça prend? Alors effectivement, c'est tous les jours, pendant 8 à 10 mois de l'année, donc traite tous les matins, traite tous les soirs, et on transfère le lait, on fabrique le fromage. Et ça prend, alors ça dépend de ce qu'on fait, il y a des jours on va faire des yaourts, des jours on va faire plutôt des crottins, ça dépend de ce qu'on fait. On compte entre 3 et 4 heures de fromagerie à peu près tous les matins, et puis l'après-midi il faut revenir retourner les fromages. Ça nécessite vraiment un investissement complet sur la journée, une disponibilité disons. Et alors la surprise, c'est qu'il y a du savon avec le lait des chèvres d'ici? Alors exactement, alors on ne s'attribue pas le mérite de fabriquer le savon, ça on ne sait pas le faire. Par contre c'est bien le lait de nos chèvres et c'est une super savonnière qui est à Landa qui les fabrique pour nous. Des savons artisanaux bien évidemment dans la continuité de ce que nous on propose ici déjà, puisque nos valeurs nous sont chères. Et donc on propose ça à la vente ici et ça marche d'ailleurs super bien. Le savon lait de chèvre a vraiment des belles vertus et beaucoup de succès. Ah bon, on va tester ça, faudrait peut-être que j'en prenne tiens, pour mon teint. Mais en tout cas, voilà, le fromage c'est bien vendu aujourd'hui, on peut donc en acheter pour le déguster chez soi, mais on peut aussi le déguster au niveau du bar, le bar donc des chèvrettes, où on va retrouver justement Olivier. On est maintenant au cœur du bar, quand votre frère Julien vous a proposé de vous installer avec lui, avec les chevrettes, vous avez dit oui tout de suite? Oui, alors le projet, comment ça s'est passé? Moi, ce bar, ce restaurant, c'est une reconversion pour moi, je ne viens pas du tout du milieu de la restauration, et Julien me disait, ça faisait déjà 2-3 ans qu'il était installé. Bah, écoute, moi, si tu veux faire tes armes, peut-être quelque part. Chez moi, ici, il n'y avait bien sûr pas de bar, pas de restauration. Il y avait juste la partie vente de fromage. Mais moi, j'ai pas mal de visiteurs, de clients qui souhaitent déguster, qui souhaitent prendre un café, une petite bière, un sirop pour les enfants. Mais sauf qu'il n'y a rien, ni dans la ferme, ni aux alentours. Est-ce que tu ferais pas quelque chose pour t'exercer un peu? Et on se dit, ouais, c'est une bonne idée. Et on a imaginé ce bar un peu comme un lieu très éphémère, un peu comme une guinguette de plage. Et on s'est lancé comme ça, très, très discrètement. La mayonnaise a pris assez rapidement. Et fin août, c'était toujours plein. En septembre, ça continuait à se remplir. Et jusqu'en décembre, malgré le froid, malgré la pluie, la météo, ça continuait à drainer du monde. Et le bouche à oreille a fait son œuvre. Oui, c'est un bar agricole, c'est ça? Agricole, évidemment, ça c'est autour de moi. Mais on voulait dès le départ que ce soit un lieu familial, sympa, où le sourire est une évidence, bien sûr pour les équipes qui servent, mais aussi pour les clients. Il y a toutes les générations qui viennent ici et c'est vraiment nos valeurs, quoi. C'est un vrai plaisir. On va aller vers l'extérieur parce que le bar n'y est pas qu'au centre, mais dès le début, vous aviez envie que le bar soit au milieu des chèvres? Ouais, c'était une évidence de faire un lieu déjà au milieu de la ferme, qui soit central, qui soit aussi un peu insolite, parce que je pense pas qu'il existe beaucoup de projets comme celui-ci. J'en avais vu quelques-uns dans les Alpes, mais en tout cas surtout pas dans le Nord. Et puis pas tellement non plus au milieu d'un terri, parce que c'est aussi la particularité, c'est que... Ah oui, alors c'est ça la particularité, parce qu'il y a donc la partie extérieure, mais le terri aussi c'est un espace qui est plat, donc c'est génial peut-être aussi ça. Et oui, en pleine nature, on est les pieds dans le charbon, ou presque, donc il y a le bassin minier, on le sent bien sous nos pieds. Le terri aujourd'hui il est super végétalisé, il est ouvert au printemps, enfin toutes les saisons c'est magnifique, et donc voilà, c'est vraiment le côté atypique du lieu. Et alors la base nautique en plus ça amène des personnes supplémentaires, on peut aussi faire peut-être un peu de balade, de sport, ça fait le plus pour vous? Ouais, alors ici on le voit pas forcément, on est sur le plus grand terri plat d'Europe. C'est pas un grand terri conique comme on le voit à Lens ou ailleurs, c'est un terri qui est plat, il y a 240 hectares et chaque année cette base de loisirs, elle accueille entre 200 000 et 300 000 touristes par an, visiteurs. Donc ils viennent pas tous chez nous évidemment, mais forcément ça crée un peu de passage et donc pour nous c'est intéressant. Alors pour rappel, le bar des chevrettes, les chevrettes des terris, c'est ouvert de quand à quand là pour que tout le monde puisse venir et en profiter? Alors c'est une activité qui est saisonnière, on est calé sur le rythme des chèvres, c'est-à-dire au moment où elles font du lait. Donc elles font du lait à partir du mois de mars jusqu'en novembre,
décembre au plus tard. Donc le bar est ouvert de mars, du début du printemps au début de l'hiver. Et on est ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches pour le grand public. Et après, on fait aussi pas mal de privatisation le reste du temps pour des entreprises, des associations. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Donc vous voyez, ici on fait du fromage, mais alors il y a d'autres terrils où on fait d'autres productions très particulières, notamment du vin dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, c'est assez surprenant et c'est à Hélicourt avec Florine Curec. Des vignes sur le terri d'Haïcourt, une idée un peu saugrenue au départ. Mais 14 ans plus tard, les grappes de raisin donnent raison aux vignerons qui y ont cru. Cette année, on va avoir une très belle récolte. Comme on voit, il y a de très beaux raisins un peu partout, donc pas de maladie. Avec une pente à 80% et une exposition plein sud, le terrain est idéal. Et particularité du terri d'Haïcourt, il brûle de l'intérieur. On a ce qu'on appelle un fumerole, donc c'est le terri qui est en combustion et qui va faire une brèche en fait à un moment donné pour ressortir en fait la fumée. Alors c'est pour ça qu'il est aussi fermé au public, mais c'est aussi ce qui permet au terri d'accueillir les vignes parce que justement le terri est chaud. Pour découvrir les 3000 pieds de vigne, il faut grimper à 80 mètres de hauteur. Une visite qui attire les natifs de la commune qui ont eu du mal à croire à cette seconde vie pour leur terri. Lorsque cela s'est fait, nous étions sceptiques et avec le résultat qu'on connaît maintenant, donc c'est merveilleux. Le résultat, un vin blanc bio sur une terre noire que l'on appelle charbonné. Ça a un goût un peu spécial. Je ne suis pas un très grand amateur de vin, mais moi je trouve qu'il est très bon. J'adore ma région, mais j'ai jamais pensé à ça. Les vignes, c'était dans le sud ou en Champagne. Sur les 339 terris de la région, seul celui d'Haïcourt accueille un vignoble avec une petite production de 1000 bouteilles par an. Du vin sur les terris à consommer avec modération bien entendu. Et maintenant, d'autres activités. Alors courir, ça semble être l'activité principale. Monter, descendre, ça c'est plutôt pas mal. Notamment sur les terris jumeaux de Los Angoel, les plus hauts d'Europe, 186 mètres. Mais on peut aussi faire du yoga. Oui, du yoga sur le plus long terri d'Europe, celui de Pinchonval. Choisissez votre sankalpa. Un sankalpa en yoga, c'est un souhait de vie, une résolution positive, un souhait de progrès personnel. Choisissez cette petite phrase que vous allez répéter 3 fois mentalement, en la vivant et avec force. Le dessus de la main, la paume, le poignet, le coude. Laetitia, c'est un petit peu insolite comme endroit pour faire du yoga. Oui, alors c'est pas ma trouvaille, c'est la trouvaille de Lance Tourisme. Il y a quelques années déjà, ils ont trouvé des lieux vraiment super pour la pratique parce que pour le coup, on est vraiment en lien avec la nature, le patrimoine, la région. On fait redécouvrir des lieux au public, qu'ils soient locaux ou non locaux, parce qu'on a des gens qui viennent quand même d'autres villes. Donc oui, c'est un lieu atypique, mais un lieu qui colle vraiment à l'activité. Ça apporte une véritable différence par rapport au yoga qu'on peut pratiquer en salle ? Complètement, parce que le yoga, c'est aussi être en lien avec les éléments. Et donc, dans ces lieux, on est en lien direct avec les éléments. Combien de fois vous proposez ce type de yoga nature par an ? Alors, j'ai pu travailler en collaboration avec le Louvre-Lens, donc c'est principalement l'été, donc avec Lens Tourisme, le Louvre-Lens, et après d'autres centres sociaux, notamment sur Lens et Liévin. On peut le voir avec les participants, ça leur apporte énormément. Et à vous, qu'est-ce que ça vous apporte de le faire ici, de partager la pratique ici, en nature ? Mais le plus, c'est ça, c'est la nature en fait. C'est d'être vraiment en direct avec les éléments, donc le vent, le bruissement, les feuilles, les animaux parfois. Alors aujourd'hui, on n'en a pas eu l'expérience, mais on a eu quelquefois la visite d'écureuils. Voilà, c'est vraiment se ressentir en lien avec la nature. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour la première fois, c'était impressionnant.
Et c'est une activité que je fais pas souvent. Et j'adorais y participer et ça m'a apporté une énergie positive. Et pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, ça fait la 3e fois que je le fais. J'aime beaucoup le fait d'être en nature, dans un lieu naturel. Et puis après, je me sens toujours aussi bien de repartir avec une autre émotion, quoi. Je suis amoureux de ce territoire, donc du coup, c'est une autre forme d'être au contact et de mieux le connaître, quoi, avec le corps, quelque part. C'était la première fois une séance de yoga sur un terril. J'en ai fait en montagne, mais pas sur un terril. C'est toujours mieux sur un terril. Étienne, pourquoi est-ce que Lens Tourisme décide de proposer du yoga sur les terrils? Alors pour nous, c'est un double objectif. Déjà pour ceux qui ne sont jamais venus sur ce territoire, c'est de le découvrir, mais aussi un moyen pour ceux qui sont déjà venus de le découvrir autrement, à travers une autre activité, mais aussi grâce à des médiateurs, grâce à des guides expérimentés sur le domaine de l'écologie, du patrimoine et bien d'autres domaines. C'est ce que j'allais vous dire, durant la montée, durant la redescente aussi, avant l'activité et après l'activité yoga, vous parlez de l'histoire du lieu, de la préservation de la biodiversité. Pourquoi ? Alors pour nous, en fait, on a une chance incroyable dans le Nord, c'est qu'on a une écologie toute particulière grâce à ces terris, alors qui s'exprime justement par des espèces atypiques, mais aussi justement que ce soit dans faune, flore, mais aussi quelque chose d'extrêmement sensible, à la fois par le changement climatique, mais aussi l'activité de l'homme. Et justement, grâce à d'autres structures comme Eden 62, le CPIE, en fait, on est vraiment à cœur de sensibiliser le public sur ces domaines. Donc vous vous rendez compte que si on peut faire donc beaucoup de choses sur ces terris, beaucoup d'activités sportives, c'est parce que ce patrimoine aujourd'hui est classé et il est protégé. Alors pour bien comprendre, on a rendez-vous au niveau du terri du 9-9 bis à Wany. Donc là, on va redescendre et on a rendez-vous avec Gilles Briand de la mission Bassin Minier. Le bassin minier est devenu le lieu où le passé minier a su se réinventer à la faveur surtout du classement du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012 au titre de paysage culturel évolutif vivant, et on en parle avec Gilles Briand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études développement opérationnel pour la mission bassin minier. C'est quoi cette mission bassin minier ? Alors c'est une association qui a la particularité de réunir tous les acteurs de l'action territoriale, l'État, la région, les départements, les communautés d'agglomération, il y en a 7 dans le bassin minier. Et c'est cette spécificité, cette singularité d'avoir tous ces acteurs-là autour de la table qui nous permet finalement de travailler depuis maintenant 25 ans à la reconversion du bassin minier et de faire du patrimoine un levier d'aménagement du territoire. C'était pas un peu culotté quand même de demander à classer le bassin minier au patrimoine de l'UNESCO ? Évidemment, ouais, si on prend un peu de recul et qu'on se replace 20-25 ans en arrière, c'est un territoire qui subit une crise compliquée, douloureuse, c'est une histoire elle-même douloureuse, et en même temps, ça fait partie de l'histoire du monde. L'inscription au patrimoine mondial, c'est pas l'inscription du beau, c'est l'inscription de comment on participe de l'histoire du monde, et on a pu démontrer que ce territoire-là avait une part importante dans évidemment la révolution industrielle. Le charbon a été cette énergie qui a permis quand même une phase de développement assez exceptionnelle, et on a su en plus, après l'exploitation des mines, conserver ce paysage si particulier. Ça a pris beaucoup de temps, ce classement à l'UNESCO ? Oui, évidemment, parce que autant il n'y a pas de débat sur les cathédrales et les châteaux, mais venir classer des cités minières, des carreaux de fosse, des chevalements, bref, une histoire industrielle, c'est pas aussi évident. Donc il a fallu travailler beaucoup, il a fallu caractériser tout ce patrimoine-là, le hiérarchiser, faire des choix, convaincre autour de nous. Et donc ça a pris une dizaine d'années pour construire ce dossier qui fait 8 kilos, je crois, de mémoire, quelques milliers de pages, qui est une vraie somme aussi sur l'histoire de ce territoire. Et on a pu donc montrer qu'on était éligible au titre de ce paysage culturel évolutif vivant. C'est aussi un moyen de changer l'image, c'est-à-dire que le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas que gris, c'est pas que comme vous le disiez, on n'oublie pas le passé, mais c'est aussi un moyen de changer l'image. Oui, il y a clairement une ambition d'aménagement du territoire, et donc de rendre ce territoire à nouveau attractif par un autre biais que la seule production du charbon, ce qui a été sa raison de vivre finalement pendant très longtemps. La question c'était c'est quoi la nouvelle étape ?
C'est-à-dire c'est pas parce que le charbon s'arrête que tout s'arrête, qu'il n'y a pas à nouveau un espoir à construire. Et donc on a été assez vite convaincus que ce qui faisait finalement la particularité de ce territoire et qui nous différencie de beaucoup d'autres, c'est justement cet héritage. Et quand on pense héritage, c'est plutôt positif. Un héritage, on a tous envie d'avoir un petit héritage, plus ou moins petit d'ailleurs. Ces terris, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de se retrouver dans un pays tout plat ici, avec comme ça des montagnes noires bâties à main d'homme, qui deviennent potentiellement des terrains de jeu, des terrains de biodiversité. Ces sites majestueux, comme ici le 9-9 bis, ces cathédrales industrielles, c'est quelque chose qui est porteur de sens, porteur d'histoire. C'est des hommes et des femmes qui ont bâti ce territoire, et je pense que c'est important d'être convaincu qu'à partir de ça, on peut continuer de s'inscrire dans une démarche de développement. On entend quand vous l'expliquez, je pense que c'est jamais retombé. En 2012, quand le bassin minier a été classé, c'est la fierté d'abord qui est ressortie. Oui, il y a forcément une fierté à la fois des gens qui ont travaillé le dossier, mais je pense aussi de la population. C'est une forme de reconnaissance d'avoir été les acteurs, les témoins d'un bout de l'histoire de l'humanité, une histoire compliquée, mais aussi une histoire qui a su générer des avancées sociales, qui a su générer des avancées dans la sécurité au travail. On parle beaucoup de toutes les grandes catastrophes, mais ces grandes catastrophes, elles ont permis aussi de prendre conscience qu'il fallait être plus rigoureux, sans doute pas assez, jamais assez, mais ça a permis ça, la sécurité sociale, la médecine du travail, tout ça c'est des choses qui naissent avec cette industrie. Ici pendant 150 ans on a exploité du charbon ici sur le 9-9 bis, aujourd'hui on y fait de la musique, on y valorise le patrimoine, et on peut aller au métaphone, répéter dans des studios d'enregistrement, le site reste. Les fonctions changent. Oui, parce que ici, donc le métaphone, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, on y fait de la musique. Il y a des groupes qui sont sélectionnés ici qui font partie du bastion du Main Square. On a parlé de yoga sur les terrains, les chevrettes. Est-ce qu'il y a des restrictions aujourd'hui dans les usages qu'on pourrait faire des terrains, des sites miniers, du bassin minier? Ou alors est-ce qu'il y a des usages qui sont faits aujourd'hui qui vous ont totalement étonné, mais pour vous, maintenant, c'est tout à fait logique? Alors, ça c'est une question souvent un peu compliquée. On nous a parfois de mauvaise foi reproché de vouloir mettre ce territoire sous cloche. C'est évidemment pas du tout l'idée. On a montré ici qu'on pouvait construire un bâtiment d'une écriture architecturale très contemporaine, très audacieuse, à quelques encablures d'un site protégé au titre des monuments historiques. C'est le projet qui fait la qualité de la démarche, toujours. Donc il est possible d'imaginer un grand nombre de choses. Par contre, il y a des contraintes, il y a un cadre réglementaire, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a 78 terris aujourd'hui qui sont protégés au titre de la loi 1930, donc qui sont le site classé de la chaîne des terris du nord de la France. On ne peut pas venir poser une espèce de grande soucoupe volante comme ça, sans réfléchir à son impact. Il y a comment ça transforme la vue quand on est sur le terri, comment ça transforme la vue depuis le périmètre du terri. Donc faut être vigilant. Voilà. Après, aujourd'hui, il y a des choses auxquelles on n'est pas parvenu. On aimerait bien avoir un bike park, par exemple. Il y a des terris qui sont très propices à la pratique du vélo. Voilà, on aimerait bien imaginer un lieu très ludique autour du vélo qui puisse s'installer sur un terri. On a essayé sur un ou deux ou trois. Pour le moment, ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que dans un cadre bien compris, on peut imaginer des projets assez fous. Merci beaucoup Gilles Briand. Vous voyez, c'est un territoire qui est en évolution, donc on peut tout imaginer, tout inventer. Les terris, si on s'intéresse qu'à eux, rien que ces montagnes du nord qu'on voit sur la route quand on part en vacances par exemple, là, ils sont aussi importants que les pyramides égyptiennes. Elles font partie intégrante de notre patrimoine. Si vous aussi, vous avez envie de nous faire découvrir votre patrimoine, qu'il soit historique, culturel ou encore gastronomique, eh bien, n'hésitez pas à scanner le QR code. Et puis avec Théo, on va venir à votre rencontre et vous avez pu vous en rendre compte que nous, on est capable de tout, on est capable de grimper très très haut juste pour mettre en valeur le patrimoine de notre région.